Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de 1PPP. J'espère sincèrement que tout va bien de votre côté. Et pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, un rappel du concept avec une petite modification qui s'applique dès cette émission. 3 personnes viennent discuter uniquement du premier épisode d'une série que l'on passe en revue scène par scène, et une fois qu'on a commenté en long, en large et en travers ce pilote, chaque participant doit lui attribuer une note entre 0 et 10. Ça n'a pas bougé. Mais cette année, pour m'éviter de répéter 50 fois que The Crown est en tête des meilleurs pilotes visionnés pour ce podcast, sachez qu'il n'y aura plus de rappel de classement des pilotes ici. En clair, je rappelle les pires et les meilleures notes livrées ici, et on donne nos notes sur le premier épisode commenté, et puis c'est tout. À mes côtés, en pleine forme bien sûr, celle que vous avez pu entendre dans nos épisodes consacrés à Gilmore Girls, ou encore Ma sorcière bien-aimée, je parle évidemment d'Alexandra. Salut Alex. Salut Junior. Sois à nouveau la bienvenue, ça va ? Mais ça va super, super, et toi ? Ça va. J'accueille également celui que vous aviez pu entendre, entre autres, dans notre émission consacrée à une nounou d'enfer, je parle de Franck, bien sûr. Salut Franck. Salut Junior. Est-ce que tu vas bien ? Oui, écoute, ça va, c'est la rentrée, tout va bien. Je vous propose de remonter le temps et de rejoindre le 22 septembre 1994. Oui, il y a 30 ans, jour pour jour débarqué sur la chaîne américaine, NBC, la série Friends, une création de Martha Kaufman et David Crane, 10 saisons et 236 épisodes. La série s'est achevée le 6 mai 2004 et depuis, en plus de continuer à être rediffusée sur les chaînes de la TNT, la série est dispo sur la plateforme Max ainsi qu'en DVD et en Blu-ray. Pour vous donner un aperçu de cette série, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. Y a rien à dire, c'est juste un type avec qui je travaille. Pas moi. Tu sors avec ce malade, il a forcément un truc pas normal. Il a une verrue sur le front, il porte une moumoute. Attends, est-ce qu'il mange des craies ? Non, je dis ça parce que je veux pas qu'elle subisse ce que j'ai vécu avec Karl. Non mais attendez, pas de panique. C'est pas vraiment une sortie, c'est juste deux êtres normaux qui vont dîner au resto et sans histoire de sexe. Quand je sors, je conclus jamais. Bref, je suis à l'université, je suis debout au milieu de la cafétéria et puis je découvre qu'en fait, je suis tout nu. Oh, Oui, moi je aussi, connais j'ai ça, déjà fait moi. ce rêve. Et je baisse les yeux et je découvre qu'il y a un téléphone là. À la place du... Exactement. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu la sitcom Friends, oui, ça existe, ne me regardez pas comme ça. Franck, est-ce que tu peux nous faire le résumé de cette série, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai un peu de mal à croire que les gens encore en 2024 ne connaissent pas Friends, mais quand même. Donc, Friends, c'est une série chorale sur l'amitié qui suit les tribulations de 6 amis new-yorkais dans la vingtaine, en tout cas au début de la série. Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey et Chandler partagent leurs galères familiales, financières et amoureuses entre leur appartement et leur café préféré. Chaque personnage a un rôle quasi égalitaire dans cette sitcom basée sur l'amitié qui est devenue le maître étalon du genre. Au casting de ce pilote, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Avant d'entrer de plein pied dans le pilote, j'aimerais savoir, comme d'habitude, votre rapport à vous avec la série Friends. Qu'est-ce qu'elle représente, cette sitcom, pour toi, Alexandra ? J'avais déjà dit on avait fait ensemble, Junior, l'épisode, la saison des séries sur les retrouvailles. Et en fait, à l'époque, ça faisait à peine un an et demi que j'avais enfin vu tous les épisodes, toutes les saisons. Donc moi, c'est encore assez frais. Et en fait, je m'étais dit que c'était un classique, c'était un incontournable et je pouvais pas... voilà, je me suis prise des mois et tous les jours, j'en regardais 1, 2 ou 3 selon la motivation. Et j'en suis arrivée à bout finalement, parce que ça va très vite. Le format, il est cool. Mais dans ta sériphilie, elle compte énormément ou parce que tu as quand même eu un gros blocage avant de te lancer ? Est-ce que une fois que tu t'es lancé, ça y est, tu fais partie des aficionados de Friends ? Alors, le gros blocage, c'était par rapport aux nombreuses saisons. Et après, en fait, je me suis rendu compte que le format, il était assez facile et puis c'est pas prise de tête, donc voilà. Mais moi, je suis pas du genre à suivre de très très longues séries. Je suis pas fidèle, en fait, moi, en série.
Oui, c'est important Mon de truc, préciser. en vrai, c'est les mini-séries. Donc la Friends, ça rentre pas dans le game, tu vois. En plus, j'ai raconté quand on avait fait l'émission que je l'avais vue pile où je pouvais vraiment me reconnaître dans certains aspects, certains moments de vie des personnages parce que j'avais plus ou moins le même âge, tu vois. Avec les mêmes préoccupations, les mêmes galères. Non, c'est un grand classique. Après, moi, je suis pas un grand fan, une grande fan comme Franck, c'est pas ma série préférée. Elle est dans mon cœur, mais elle est pas dans le top 3. Voilà. Pour prolonger ce que dit Alex, deux rappels que je souhaite faire. Les fidèles de l'émission le savent déjà, mais je suis certain qu'il y a plein de nouveaux et plein de petites nouvelles qui nous découvrent. Soyez les bienvenus d'ailleurs. Si vous êtes fan de Friends, on avait déjà commenté en mode saison des séries, donc l'émission des retrouvailles des 6 amis dans Friends The Reunion. Le podcast est toujours dispo. Et deuxième chose, on avait également déjà analysé un épisode de Friends avec un podcast spécial Noël consacré au tout premier épisode, Noël et Nouvel An, couplé. Donc c'était le saison 1, épisode 10, c'était avec Franck déjà. D'ailleurs, Franck, ton regard, ça représente quoi, Friends, dans ta série Philly ? Beaucoup de choses, parce que, comme l'a subtilement annoncé Alex, c'est ma série préférée de tous les temps. Voilà, et je pense que c'est une des premières... Carrément. Oui, carrément. On commence fort l'année pour moi. Et c'est aussi, je pense, une des premières séries que j'ai suivies au-delà de la suivre à la télévision. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à regarder Friends, dans un temps très ancien, puisque j'ai suivi ça sur des cassettes vidéo. Waouh. Waouh. Oui, alors... Oh, le grand-père. Et oh, Oh là là. dans ce podcast, les gens sont très désagréables. Donc, je disais, du coup, que c'est une série que j'ai regardée hors du suivi régulier quand elle passait à la télé. Je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer et je m'étais arrangé pour avoir des cassettes vidéo et pour suivre. Et tout au long, c'était aussi à l'époque où les séries américaines étaient en grand décalage avec la sortie des séries françaises. Maintenant, elles sont de manière générale instantanées, voire même traduites déjà en français de manière instantanée. Mais là, des fois, il y avait plus de 6 mois d'attente. Et du coup, je m'arrangeais pour aussi aller chez les amis qui avaient les chaînes qui pouvaient diffuser cette série pour la voir le plus rapidement possible. Et oui, en effet, 16 avril 1996, c'est la date de la première diffusion sur une chaîne française de Friends. C'était sur Canal Jimmy, donc on est déjà quasiment 2 ans après la première diffusion sur NBC. Canal Jimmy, ancienne chaîne filiale de Canal+, qui avait la particularité de diffuser des épisodes en version originale. Et autre info, pour appuyer ce que tu dis, Franck, autre info, France 2 a commencé à diffuser Friends à partir du 8 septembre 1997, du lundi au vendredi à 18h, et il y avait une audience jusqu'à 5 millions de téléspectateurs à cette époque, c'est monstrueux, mais la première diffusion est arrivée quand même 3 ans après la retransmission du premier épisode du pilote, qui était en septembre 1994. Et on peut savoir quel âge avait Franck quand il a commencé à regarder ? Alors, j'ai du mal à me rappeler quand est-ce que j'ai commencé à regarder. Ouais, ça fait mec qui assume pas son âge, ça. Non, si, je pense que j'ai commencé à regarder en 99-2000. D'accord. Voilà, donc j'avais 15 ans. Pareil, j'ai dû commencer à regarder dans ces eaux-là autour de 12-13 ans, 99, 98, 99. Je regardais ça évidemment sur France 2. Alors il y a eu différentes diffusions, il y a eu du lundi au vendredi et parfois que les mercredis aussi en inédit. Et je regardais évidemment, j'aimais beaucoup, c'est l'une des premières séries que j'ai regardées aussi entre amis. Vraiment, c'était des super souvenirs, c'est une série avec laquelle j'ai un lien très fort. C'est l'une des meilleures sitcoms pour moi, dans l'écriture, dans l'osmose entre les 6 personnages principaux. Cet équilibre-là m'a toujours fasciné, même si évidemment le couple Ross-Rachel prenait beaucoup de place, mais j'ai énormément ri, il m'est arrivé de pleurer aussi, bien évidemment, et c'est ce que j'aime le plus, c'est rentrer dans cette bulle d'insouciance, dans ce New York utopique, fantasmé, mais aussi qui faisait du bien, et on avait l'impression, finalement, nous aussi, d'être le 7e membre de la bande. Donc ça, c'était assez cool, et évidemment, j'ai une relation très forte, mais ça, les fidèles le savent déjà. Le pilote de Friends a pour titre en VF Celui qui déménage, et en VO, je ne sais pas si vous le saviez les amis, mais il y a 2 titres. Il y avait le pilote, non ? Le premier c'était The Pilot, et le titre qui a été gardé c'est The One Where
Monica Gets a Roommate. Voilà, ça c'est le titre officiel sur IMDb. Et il y a un autre titre qui existe, c'est The One Where It All Began. C'est le titre qui existe sur le DVD en fait de Friends. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les DVD de Friends. Mais attends, Franck, ça veut dire que tu auras testé tous les supports de Friends, la télé, la VHS, le DVD, le streaming. Oui, et j'ai même regardé en streaming et sur Netflix et sur HBO Max. Wow. Et ben, si ça c'est pas de la drogue, je ne sais pas ce que c'est. Mais celle-là au moins n'est pas néfaste pour ton organisme. Ouais, je pense que je dois être... Enfin, j'ai jamais fait de calcul, mais facilement à 10 visionnages de chaque épisode. Waouh. Donc c'était il y a longtemps, les gars. On fête les 30 ans, donc Ouais, mais bon, j'ai commencé en 99. quand même. Rapporté au nombre d'années, c'est pas de si nombreuses fois. Comme vous le savez, on respecte la structure du pilote qui débute directement avec le générique archi-culte de la série Friends et ce morceau des Rembrandts que vous allez tous fredonner, j'en suis sûr. I'll Be There For You à l'instant, bien sûr, des Rembrandts. Alors, vous aviez envie de parler un peu de ce générique. Qui, effectivement, ce générique est ultra culte. Dans mon visionnage, je zappe jamais, en fait, le générique et je tape des mains à chaque fois qu'il tape des mains dans le générique. Voilà, comme un enfant, comme un réflexe. Mais tu te lasses pas? Tu fais pas skip et intro? Jamais. Sur des génériques, oui. Sur celui-là, jamais. Voilà, et je tape des mains, mais je ne suis pas le seul. C'est très Mais flippant. du coup, si on compte, ça fait des milliers de fois, puisque tu aurais visionné une dizaine de fois minimum chaque épisode de chaque saison. Bah, du coup, il y a 236 épisodes. Du coup, si on multiplie par 10, ça fait beaucoup. Oh là 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 là. Voilà. Le chiffre est tellement gros que je préfère pas le dire, mais voilà. Mais en fait, c'est surtout que quand je regarde Friends, c'est assez rare quand je regarde seulement 1 ou 2 épisodes. Je me retiens en fait de regarder Friends parce que sinon je sais que je vais vouloir regarder l'intégralité de la série. Et comme tu l'as dit, c'est un peu long. Il faut prévoir un peu de temps, arrêter de regarder toutes les autres séries pour regarder uniquement cette série-là, pour arriver au bout des 236 épisodes. Donc j'essaie de limiter. En fait, ce podcast, c'est la thérapie de Franck. Ah, voilà, pour lutter contre son addiction au visionnage de Friends. Voilà. Mais je ne suis pas le seul et mes amis sont comme ça. Mais Franck, est-ce que tu penses que c'est ta série doudou? Aussi, oui, complètement. D'accord. C'est l'une des grandes forces, en effet, de Friends. Hein. C'est ce côté réconfortant et ce sécurisant, voilà, qui tranche complètement avec des séries plus violentes, plus dures à encaisser, forcément. Faut rappeler quand même que ça a été diffusé notamment en parallèle des Experts, donc entre les meurtres et l'humour de Friends, ça faisait du bien aussi, ou New York Unité Spéciale, ce genre de choses. Donc ça faisait bien contrepoids, quoi. Vous êtes prêts pour attaquer ce pilote? Toujours. Bien. Le pilote s'ouvre sur un débat, non pas celui de la prochaine présidentielle américaine, mais sur le mec que fréquente la jeune femme brune qu'on a à l'écran, Monica. Je vous donne son nom pour vous y retrouver. Elle est posée au café. C'est quoi le nom du café? Central Perk. Central Perk. Elle est bien avec ses amis, Joey, Chandler et Phoebe. Phoebe a peur que le mec chelou que fréquente Monica mange des craies, mais pour Monica, on est dans une relation de deux gens qui vont au resto sans sexe, platonique, je vous le dis tout de suite. Et on apprend que Chandler, lui, n'arrive jamais à pécho en date. Arrivée de Ross, le dépressif, Joey est saoulé de la façon dont Ross dit bonjour. Ross est au bout de sa vie, on apprend que sa copine Carol s'est barrée. Phoebe veut nettoyer son aura de Ross qui est très négative, mais Ross, lui, veut que son ex crève. D'ailleurs, on apprend qu'il ignorait que son ex, Carol, était lesbienne et que Carol elle-même l'ignorait aussi. Joey veut que Ross oublie son ex pour aller où? Au strip club, les amis. C'est bien connu que tout se règle là. Déjà, sur cette intro, qu'est-ce que vous pouvez me dire, Franck? Juste rapidement, comme dans tous les pilotes, ça commence à
à fixer les personnages, à décrire leur caractère. Après, évidemment, comme ça dure 10 saisons, il y a des choses qui vont changer, mais il y a des choses qui sont déjà la matrice de ce que va être et de ce que vont être chacun des personnages. C'est déjà présent dans le pilote. Oui, en effet, par exemple, ce côté un peu obsédé du Huck de Joey, quand il dit va voir des stripteaseuses, on a tout de suite cerné le personnage. Et en effet, tout au long des saisons, Joey, c'est quand même celui qui est un peu obsédé, quoi. Et Ross, c'est toujours celui un peu drama king, pleurnichard, etc. Enfin, en effet, là, les bases sont posées, quoi. Il est au bout de sa vie, notre ami Ross. Mais peut-être qu'il le saura un peu moins avec le personnage qui entre à son tour dans Central Perk. Et oui, donc la discussion des amis se poursuit et arrive du coup de manière assez impromptue une femme en habit de mariée. Il s'agit du coup de Rachel qui a l'air un peu perdue et elle cherche du coup Monica. Et donc elle retrouve Monica, on se rend compte que du coup Rachel et Monica se connaissent et Monica du coup introduit les amis présents à Rachel, voilà, avec une introduction d'une blague puisque du coup Ross lui est dépressif que son mariage s'arrête et à ce moment-là Rachel arrive en robe de mariée, ce qui inspire une des nombreuses blagues qui sera aussi une signature de Chandler. Lui ce qu'il veut c'est $1 million. Voilà. J'adore cette punchline qui tombe pile au bon moment, quoi. Et encore une fois, du coup, ça va être le début en fait des grands archétypes. Chandler va faire des blagues. Ross va avoir aussi un humour physique parce que quand il essaye de dire bonjour à Rachel, son parapluie s'ouvre avec pareil un timing parfait de la blague. Voilà. Et ça va être aussi une des caractéristiques qui vont rester sur Ross. Alex. Oui, enfin, on l'a dit qu'en fait, elle présente... Donc Monica présente Rachel à tout le monde, mais en fait, elle connaissait déjà Ross, on l'a dit ou pas ? Non. Oui, ils sont connus gamins, en fait, ados, jeunes Et adultes. déjà là, on voit qu'il va y avoir anguille sous roche, quoi. On a compris dès le départ, dès cet instant-là, qu'il va se passer un truc. Et justement, j'adore comment on installe le fait que Ross soit déstabilisé de revoir Rachel. C'est mignon, cette maladresse avec le parapluie dont il fait preuve face à elle. Par contre, j'ai noté, moi, le look de Joey est affreux, l'espèce de coupe presque au bol et le perfecto. Mon Dieu, ça sent les années 90. J'ai noté ça aussi. Il y aura de longs débats à avoir sur le look de chacun des personnages qui évolue plus ou moins. Plus ou moins bien. Oui, tout à fait. Plus ou moins bien. L'adjectif est très important derrière. Chapitre suivant. Pousse-la dans les escaliers. Oui, alors là, on est chez Monica. Le groupe regarde une telenovela et attention, en langue originale, s'il vous plaît. Comme s'ils étaient tous bilingues espagnols. D'ailleurs, c'est peut-être le cas, on n'en sait rien. Alors, ils sont absorbés. En effet, ils incitent un des personnages à pousser l'autre personnage dans les escaliers en mode pousse, pousse, pousse. Alors que pendant ce temps-là, Rachel, elle tente d'expliquer au téléphone à son père pourquoi elle a refusé de se marier au final. Et Ross, quand même... il suit à moitié la telenovela parce qu'il est quand même un peu en train d'espionner, peut-être pas trop espionner, mais il fait attention à ce que Rachel va dire. Il est curieux, quoi. Il est curieux et... Il écoute d'une oreille. Voilà. Et donc après, il y a Joey qui, évidemment, pour pas changer, va faire un commentaire sur le jean moulax d'une des comédiennes. Et au final, l'actrice de la série pousse et l'autre dévale dans les escaliers et tout le monde est content. Et c'est l'euphorie, tout le monde est extrêmement satisfait. C'est le meilleur moment de leur journée, quoi, à tous. Et c'est là qu'on voit, waouh, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Enfin, qui fait ça ? Même dans la cruauté envers des personnages de séries télé. Oui. Ensuite, on voit Rachel qui perd patience au téléphone. Et elle commence à répéter t'es un godillot, t'es un godillot, t'es un godillot. Ça, c'est assez drôle, en fait. Là, on a perdu Franck. Oh, mais non, ça veut dire que vous regardez en français. Ah, et en anglais, ça donne quoi ? Yurushu. C'est culte, comme... Mais godillot, c'est plus mignon comme mot, non ? Parce qu'en français, ça aurait dit t'es une chaussure, t'es une chaussure, t'es une chaussure. Amis auditrices et auditeurs, je sais que c'est la bataille entre les puristes qui n'aiment que la VO et qui ne veulent pas entendre parler de la VF, mais dans cet épisode, vous aurez droit aux deux. Voilà. Ooh, she should not be wearing those pants.
I say push her down the stairs. Push her down the stairs. Push her down the stairs. That's it. All right. Come on, Daddy, listen to me. It's like all of my life, everyone has always told me, you're a shoe. You're a shoe, you're a shoe, you're a shoe. And then today I just stopped and I said, what if I don't want to be a shoe? What if I want to be a purse? You know, or a hat? No, I don't want you to buy me a hat. I'm saying that I am a hat. It's a metaphor, Daddy. Et donc, en fait, c'est là qu'on apprend qu'il s'agissait quasiment d'un mariage arrangé. Hein. Ses parents voulaient la mettre avec quelqu'un qui avait pas mal de pognon. Et à partir de là, elle décide de se libérer de cette emprise. Et elle sort d'un coup de tête désormais, elle habitera chez Monica. Sauf que Monica, elle, visiblement, n'était pas au courant. Donc, elle l'apprend en direct. Ça signifie pour elle devenir indépendante financièrement et c'est pas gagné apparemment parce que bon, on verra plus tard, elle a pas de job visiblement ou de job stable. C'est le papa qui paye tout. Oui, il approvisionne les cartes de crédit, les nombreuses cartes de crédit. Et donc Rachel hyperventile, elle souffle dans un sac. Monica, toujours bienveillante, toujours réconfortante. De toute façon, Monica, c'est simple. Quand elle ne réconforte pas son frère, elle réconforte Rachel. C'est toujours l'un ou l'autre. C'est un peu la maman du groupe. Phoebe, elle, de son côté, la pauvre, elle essaye aussi de réconforter. De manière un petit peu plus décalée et carrément flippant. Et donc elle est à côté de ses pompes et elle lui chante une petite chanson et là Rachel est sidérée, lui demande d'arrêter. Ensuite il y a une vague discussion sur la prise de contrôle de sa propre vie, puis ensuite une tentative de drague de Joey, encore lui cet obsédé du cul. Et après, ça sonne. Ouais, je déteste Joey en revoyant le pilote pour préparer cette émission. Et plus je vous entends parler de lui, et moins je l'aime, alors que pourtant, c'est l'un de mes persos préférés dans le groupe. Franck, sur tout ce passage, qu'est-ce qu'il t'inspire ? Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'effectivement, Joey est un des personnages qui va changer. Je pense, en tout cas entre le pilote, il va évoluer. C'était aussi parce que c'est pas comme ça qu'il l'avait forcément les créateurs, Kevin Bright, David Crane et Martha Kaufman, l'avaient imaginé au début. Il l'avait imaginé plutôt comme quelqu'un d'assez prétentieux, il me semble. Et c'est Matt LeBlanc qui a dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il serait ami avec un gars qui serait prétentieux ? Donc c'est lui qui a apporté une nouvelle version. Et je pense que c'est aussi ce qu'on est en train de voir entre le pilote et la suite des autres épisodes. Sur ce que je peux dire là, après, je pense que ça a été plutôt bien décrit. Ce qu'on remarque aussi, c'est la grandeur de cet appartement, qui sera une des nombreuses critiques qu'on peut faire à Friends. Oui. Voilà. Et le fait que aussi les vues de l'appartement, de la baie vitrée et de la vue de la cuisine changeront dans la suite de la série. Il n'y aura plus tout à fait les mêmes vues en arrière-plan. Et ça sera d'ailleurs un élément récurrent ensuite, le fait qu'ils regardent, alors pas par la fenêtre de la cuisine, mais par la grande baie vitrée, ils regarderont assez régulièrement pour voir soit un gros monsieur tout nu, soit pour voir d'autres personnes. Alors en VF, le gros tout nu, le gros monsieur tout nu, en VO, The Ugly Naked Guy. Et on reste aussi sur, là encore, la découverte des personnages et sur leurs caractéristiques. Elle découvre la vie, là. En tout cas, c'est une amorce de la découverte de la vie de tous les jours pour Rachel. On va y revenir après. Phoebe, qui est toujours un peu perchée. Et après le délire de Laura, maintenant, c'est chanter une chanson spontanément pour réconforter. Elle pense que ça a marché, d'ailleurs, la pauvre, alors que pas du tout. Bref, et puis on parle aussi de prise d'indépendance, mine de rien, de la part de Monica. C'est pas mal, tout ça, dans l'ensemble. Chapitre suivant. Rencontre avec le Wine Guy. Paul, donc là j'ai perdu Alex qui a battu en VF. Le Wine Guy, c'est quoi à ton avis ? Paul, le Wine Guy. C'est le coup d'un soir, non ? Non, le wine, en anglais c'est de l'alcool, c'est du. Ah, le sommelier. Voilà. J'avais compris The One, mais t'articules pas. Wine. Ouais, bien sûr, ça va être ma faute. The One Guy. Je fais du podcast et j'articule pas, merci. Donc, c'est Paul qui sonne et tout le monde découvre avec étonnement que son date, à l'arrivée, c'est Paul, le sommelier. Tout le monde l'adore, visiblement, même Ross. Paul entre dans l'appart et tout le monde est au taquet pour l'accueillir. Phoebe s'inquiète sur son arrachage de cils. Ross et Rachel discutent et on apprend que Rachel a vu son projet d'aller à Aruba en VO, aux Bahamas en VF, tomber à l'eau. Maintenant, il n'y a plus rien. Ross ne sait pas trop comment enchaîner après ce qu'elle lui dit concernant son échec de lune de miel et lui propose, au cas où Rachel se sent l'envie, de venir l'aider à monter des meubles car Ross vient d'emménager
Et vu que Joey et Chandler seront là, on manquera pas de bras. Rachel décline et préfère rester chez Monica, posée. Et quand Joey demande à Phoebe de venir l'aider pour les meubles Ikea, Phoebe répond « J'aimerais bien, mais j'ai pas envie ». C'est tellement drôle. Tellement Phoebe, quoi. Franchement, on a tous rêvé de le sortir, ça, un jour. Ah, mais carrément. C'est pour ça que la réplique fait mouche, d'ailleurs. Anyway, if you don't feel like being alone tonight, Joey and Chandler are coming over to help me put together my new furniture. Yes, and we're very excited about it. Well, actually, thanks, but I think I'm just gonna hang out here tonight. It's been a long day. Oh, sure, okay, sure. Hey, Phoebe, do you want to help? Oh, I wish I could, but I don't want to. On prend la direction de l'appartement de Ross. Et oui, donc un nouveau décor dans Friends. Du coup, l'appartement de Ross, alors l'appartement plutôt vide, où les trois garçons sont en train de tenter de monter des meubles. Ils y arrivent plutôt mal que bien. Et Ross est triste, voilà, parce que toujours il pense, avec son appartement vide, et à son ex-femme, parce qu'il découvre une bière dans le frigo et ça le rend triste. Et Joey, du coup, lui demande, mais en fait, elle est partie avec les meubles, la télé, le canapé, et toi, qu'est-ce qui te reste ? Il dit, vous les amis. Il dit, tu t'es fait arnaquer. Et à partir de cette scène, vont s'enchaîner en fait un montage alterné des 3 soirées. C'est-à-dire la soirée des 3 garçons qui montent les meubles, la soirée date, presque date, de Monica et de Paul, donc le wine guy ou le sommelier, et la soirée de Rachel. Donc la soirée de Monica et Paul commence où Paul du coup va expliquer son histoire et le fait qu'il a cassé la montre de son ex-femme pour se venger. Rachel, elle, est au téléphone pour s'excuser auprès de Barry, l'homme qu'elle aurait dû épouser, et on se rend compte qu'elle était sur son répondeur. Et Ross se fait réconforter par Joey, parce que Ross est plutôt déprimé, comme on peut l'imaginer, d'avoir perdu sa femme, et il lui dit, mais du coup, tu vas pouvoir, maintenant c'est la découverte de nouvelles aventures, et tu vas pouvoir grab a spoon, je ne sais pas comment, c'est prendre une cuillère, je suppose, attraper en français. La cuillère, ouais. Attraper la cuillère, voilà. Attraper la cuillère pour pouvoir goûter tous les parfums de glace. Attraper une cuillère, sous-entendu pour manger, consommer, donc baiser. Années 90, je le rappelle. Et donc on revient ensuite sur le fait que le date de Monica et Paul, où Paul lui avoue que depuis sa rupture, il n'a plus couché avec une femme. Rachel, elle, de son côté, est triste en regardant une scène de mariage dans un film, en disant mais elle l'aimait. C'est pour ça qu'elle l'a épousé. Et on finit ce montage alterné avec Ross qui du coup se dit moi je veux bien attraper une cuillère, mais qui est-ce que je vais pouvoir inviter ? Et là un petit montage très subtil et apparaît Rachel sur une musique triste. Oui, que penser de toute cette partie, Alex ? Alors justement, j'y ai pensé hier en le revoyant. Quand Ross regarde la bière, il dit « Ah, mais c'était sa bière préférée », donc à Carole, son ex. Et en plus, elle la buvait comme ça, à même la canette, en fait. Et là, il dit « J'aurais dû me douter, en fait ». Et puis, il sous-entend que ça aurait pu être un indice de son homosexualité. Et là, je me dis, ah non, là, c'est pas possible, tu vois. Enfin, aujourd'hui, ça passerait plus. Là, clairement, ce commentaire, j'étais la seule que ça a choqué. En effet, j'ai noté entre parenthèses blague homophobe des années 90 qui ne passerait plus aujourd'hui. Oui, non, ça passerait plus. Franck ? C'est le paradoxe sur cette série, sur les blagues homophobes. Il y en a pas mal, il y a beaucoup de blagues qui vont être là ou sous-entendues sur l'homosexualité de certains personnages. Et en même temps, on parle d'une lesbienne et on ira un peu plus loin. Enfin, je pense qu'après 30 ans, je peux spoiler cette série. Il y aura quand même un mariage lesbien qui est accessoirement le premier mariage lesbien qui aura lieu à la télévision américaine. Donc c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils font des blagues, ils font aussi des blagues grossophobes. Il y en a tout au long de la série. Et pourtant, en fait, je pense qu'ils le font vraiment sur... L'idée, c'est de trouver une vanne. L'idée, c'est de faire une chute, c'est que ça soit drôle. Voilà, ils le font pas de manière négative parce qu'ils veulent se moquer, ils veulent juste que ça soit une blague. Et effectivement, maintenant, ça passerait plus. Quitte à être pâteau, lourd dans l'exécution de la blague, quoi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on n'a pas évoqué quand Chandler dit « Moi aussi, j'aimerais être lesbienne ». Alors, peut-être qu'à l'époque, ça faisait rire, parce que c'est étrange pour un mec de dire ça. Mais hier, encore une fois, en écoutant ça, je me dis, mais ils vont venir où, en fait ? Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois ? Pour être complet, tout ce qui concerne les blagues LGBT-phobes,
Pour info, je tiens à le rappeler parce que peut-être qu'un paquet de gens l'ignorent, David Crane, l'un des co-créateurs de la série, est gay. Il est ouvertement gay et je pense que dans son esprit, bien sûr, il n'y avait pas l'envie, le but, l'objectif de blesser cette communauté. Je pense que c'est vraiment sur la musicalité de la série. C'est le fait qu'il doit avoir une blague, il doit avoir une chute. La blague de Chandler, et souvent les blagues de Chandler, elles sont drôles parce qu'elles arrivent là. Et en fait, là, la blague, il dit ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il dit mais je viens de dire ça à haute voix. C'est pas le fait qu'ils viennent de se dire j'aimerais bien être lesbienne. C'est le fait qu'ils disent juste après mais je vous ai dit ça à haute voix, vous m'avez entendu parler en fait là. Voilà. C'est ça qui est drôle. Oui, c'est vrai que c'est ça qui est drôle. Mais après, le fait quand même que ce soit une série qui évoque souvent le sujet, même le sujet de manière sous-entendue pour certains personnages, etc. Est-ce que finalement, c'était pas une manière d'en parler enfin et qu'on arrête que ça soit un tabou, tu vois ? Parce qu'avant que la chose soit complètement décomplexée, il faudrait peut-être en parler un minimum et pourquoi pas en faire aussi des blagues, parce que ça existe et il faut arrêter de taire comme on a pu le taire pendant des décennies, voire des siècles. Bien sûr que la série travaillait doucement mais sûrement sur le fait d'avancer sur certaines questions, des plus compliquées à mettre en scène, parce qu'on est quand même avant le premier baiser entre deux hommes en Dawson qui arrivera 2 ou 3 ans après. Déjà, ils étaient fermés là-dessus, ils étaient fermés aussi sur la présence par exemple de préservatifs. Faire apparaître un préservatif dans un épisode sur la chaîne NBC dans les années 90, c'était compliqué, et ça aussi, ils l'ont surmonté. Donc en effet, c'est tout le paradoxe dont parlait Franck, par exemple. Mais pour revenir sur l'homosexualité, et notamment l'homosexualité supposée de Chandler, qui est une des blagues récurrentes sur son homosexualité et sur sa virilité, en fait. Et ça ne s'arrange pas quand le père arrive. Ah oui, complètement. Après, on va comprendre la complexité du personnage de Chandler avec son histoire, qui a quand même une histoire assez difficile. Mais il y a un épisode complet qui est sur le fait que les collègues de travail de Chandler pensent qu'il est homosexuel et ils veulent lui présenter des hommes. Et la morale de l'histoire, c'est que finalement, en fait, il se prend au jeu, pas pour être homosexuel, parce que c'est clair et net que lui, il aime les femmes, mais il se prend au jeu en disant mais en fait bah si, moi je suis assez bien pour pouvoir aller avec je sais plus quel gars de la compta, en fait, et pourquoi est-ce que tu me verrais pas avec lui? Donc en fait pour lui c'est pas tant un problème que ça. C'est-à-dire, au départ c'est montré comme un problème, c'est moqué le fait qu'il soit pas sur sa virilité, et le fait qu'il soit pas assez viril, donc s'il est pas assez viril c'est qu'il est homosexuel. Ça montre aussi l'évolution des mentalités. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur l'homme des années 80, où l'homme symbole des années 80, c'est Rambo, c'est Schwarzenegger, des hommes ultra testostéronés avec des muscles partout. Et l'homme des années 90, il commence à être... c'est Chandler, quoi. Tu es en train de nous parler des fondations de la déconstruction. Ok, j'avais pas perçu les choses à ce point-là. Nous digressons, les amis, mais en même temps, pour ceux qui nous découvrent, il y a toujours des digressions, hein, donc c'est normal. Moi, j'ai noté scène qui se termine sur un fondu entre un Ross qui mate par la fenêtre de son appart et Rachel triste à la fenêtre. Alors, le procédé est un peu lourdingue. On n'est pas au niveau du Pacte des loups, la transition entre le sein de Monica Bellucci et un massif montagneux. On n'est pas dans ce niveau-là. Mais bizarrement, j'ai trouvé ça plutôt mignon en fait, pour nous installer quand même le fait que vous verrez ces deux-là qui regardent à travers la fenêtre comme un moment totem, un moment récurrent comme ça, qu'on va retrouver dans la saison et même en deuxième, où ils regardent à travers la fenêtre parce que ils sont pleins d'espoir et d'espérance pour se mettre en couple ou parce qu'ils traversent une phase difficile. Ça, j'ai trouvé ça sympa de l'installer déjà dès le pilote. Et d'ailleurs, je me posais une question. C'est pas encore dès le début que la fenêtre de Monica donne sur la fenêtre de Ross. Ils sont pas encore capables de se voir. C'est plus tard quand ils déménagent. Oui, c'est ça. D'accord, ok. C'est la fameuse saison 5, je dis pas de bêtises. Il me semble, oui. Je crois, oui. C'est le fameux épisode de révélation quand Ross découvre que Monica et Chandler couchent ensemble. Je vous invite à retourner une nouvelle fois, je vais le dire plein de fois, ne soyez pas étonnés, dans l'appartement de Monica. Oui, on est au petit matin. Après avoir quitté une Rachel un peu triste à la fenêtre, on la retrouve complètement surexcitée, qui fait du café pour la première fois de toute sa vie. Et c'est là qu'on se dit, en fait, elle vivait totalement dans un autre monde. Elle était ultra privilégiée,
en mode princesse, etc. Et donc elle est contente, elle en sert à Joey, à Chandler, qui n'en manque pas une pour en profiter. Il lui demande une omelette au passage. Et donc après avoir goûté le café de Rachel, il lui dit « Oh non, finalement non, j'ai pas faim, je veux pas d'omelette. » Parce qu'en fait, son café, il est pas bon. Et donc Chandler et Joey versent le café dans la plante. À ce moment-là, Paul, le sommelier, oui, en français les gars, sort de la chambre de Monica. Elle le raccompagne à la porte. Les autres sont méga curieux. Ils bougent même la table de curiosité. Ils se disent au revoir à la porte, etc. Et Chandler, à ce moment-là, prévient qu'il part travailler, à la grande surprise de Rachel, qui s'aperçoit que tout le monde a un job. Quelle drôle d'idée. Et c'est ce moment-là où on se dit parfois le personnage de Rachel, il a pu être énervant aussi. Et c'est là que tout à l'heure on parlait de l'évolution de Joey. Et l'évolution de Rachel, je pense que ça fait partie de mes personnages préférés dans l'évolution. Parce qu'on passe vraiment de l'ultra privilégiée à celle finalement qui va enfin savoir se démerder toute seule et arrêter d'être dépendante financièrement de papa. Clairement, de l'assister à la self-made woman. Exactly. Alors comme ça, vous avez tous un boulot. Oui, on a tous un boulot. C'est comme ça qu'on peut se payer des trucs. Oui, je suis acteur. Et je t'ai vu dans quelque chose? Ah, ça m'étonnerait. Moi, je suis plutôt art et essai. Attends, sauf si tu tombes par hasard sur Pinocchio version porno. Regarde, Geppetto, je suis vivant, t'as vu, la preuve. Et je ne tolérerai pas plus longtemps ce genre d'humiliation. T'as raison, faut m'excuser. Autrefois, j'étais en bois, mais je ne suis plus. Les garçons partent. Monica, toujours dans la bienveillance extrême, demande à Rachel comment elle va, puisqu'elle savait que la veille, c'était pas la grande forme. Et ensuite, Monica avoue qu'elle craque totalement pour Paul. Mais c'est le gros craquage. Ensuite, Rachel annonce une tentative de décrocher... comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, un petit job, un petit boulot. Et elle demande un peu à Monica de lui envoyer du courage, comme si c'était la pire chose à décrocher au monde. Ouais. Après, il y a une transition taxi jaune, puis resto où Monica bosse et elle est de bonne humeur. Et sa collègue la grille direct. Et elle devine tout de suite qu'elle a dû passer une sacrée nuit. Et alors, en discutant, elle lui demande alors avec qui c'était, et quand elle lui dit que c'était Paul le sommelier, sa collègue n'hésite pas à lui dire « Ah ben oui, je le connais bien !» Et donc Monica « Ah bon, mais tu le connais autant que moi ?» en mode même de manière très très privée. Et là, la collègue dit « Bah oui, je l'ai débloqué parce qu'il faisait plus rien depuis 2 ans, etc. etc. » Et alors là, grosse claque pour Monica, elle s'y attendait absolument pas. Grosse déception, parce qu'elle se rend compte que Paul, c'est juste un gros mythomane. Il faut dire les termes, Alex. Hein. Sa collègue lui dit non mais Paul, the one guy, mais je l'ai fait monter au 7e ciel comme ça lui est jamais arrivé depuis 2 ans, meuf. Elle est vraiment en mode, elle se la pète, quoi, tu vois, genre, mais t'inquiète que j'ai goûté le sommelier. Franck. Il est mort de rire. Oui, j'ai goûté sommelier, ça m'a tué. Je suis très en forme aujourd'hui, j'ai oublié de préciser. Je vois ça. Vous attendiez un podcast classieux, France Culture, poussé dans la réflexion. Vous êtes au mauvais endroit, hein, les amis. Vraiment. Alors, pour les nouveaux, là, ils sont déçus. Pour les gens qui suivent régulièrement, ils sont au courant. Je pense que la classe ne fait pas partie de ce podcast. Juste pour rajouter une petite précision, quand on parle des jobs, on comprend aussi que personne ne comprend le job de Chandler et que même lui, déjà, ça le désespère parce que ce qu'il fait, ça n'a aucun but, aucun sens et que ça ne fait rien changer à la société. Donc, ça sera une des blagues récurrentes sur quel est le métier de Chandler. Et elle est déjà posée dès le premier épisode. Voilà. Vraiment, les bases sont extrêmement bien posées. Hein. Celle que tu viens d'évoquer, Franck, le fait que Monica adore Equisto, déjà, c'est un trait de personnalité également. J'ai oublié d'en parler plus tôt, mais
Non, si, c'était avant. Avec le sommelier, le one guy, quand elle l'embrasse, elle le raccompagne à la porte et que les camarades suivent avec la table et tout, qu'elle dit remettez-moi la table en place. Pareil, c'est à petite dose, mais c'est un trait de caractère encore du genre j'aime que les choses soient bien rangées au bon endroit. C'est là aussi où on apprend que Joey est acteur. Oui. Exactement, on apprend son métier. Il n'est pas dans une phase de grande réussite. Voilà, c'est a priori que c'est pas un grand acteur. Bon, Monica, avec toute la bande sans Rachel, est dégoûtée que Joey lui confirme que Paul lui a sorti un gros mytho pour l'emmener dans son pieu. Joey la charrie, mais lui assis sur un accoudoir et bousculé par Monica. Rachel débarque dans le Central Perk, toute heureuse parce qu'elle a fait des emplettes, des bottes toutes neuves italiennes payées par une carte bleue approvisionnée par son père. On retourne dans la foulée chez Monica et on a toutes les cartes bleues de Rachel exposées sur la table à manger et toute la bande est autour de la table. Je vous épargne l'histoire de Phoebe qui raconte comment c'est dur d'être seule pour la première fois à New York. Enfin bref, c'est improbable. Il y a même un albinos, je vous épargne ça. Scène suivante, la bande demande à Rachel de couper ses CB, ses cartes bancaires. Cut. C'est culte ça aussi. Ou coupe en français. Bienvenue sur Terre Rachel, c'est l'enfer, tu vas kiffer, lui balance Monica à l'oreille. Alex ? Alors, en français, puisque vous détestez la version française, à un moment, Phoebe dit, à la fin de toutes ces tristes péripéties, elle a découvert, l'aromatothérapie. Sauf que du coup, moi, je me suis dit, mais l'aromatothérapie, ça n'existe pas, il y a une syllabe en trop. Et en effet, c'est l'aromathérapie. Et donc, en fait, je sais pas s'ils ont fait exprès de rajouter ou si c'est une erreur de traduction. Enfin bref, je sais pas toi Franck ce que t'en penses. Alors je n'ai pas cette information, parce que comme je l'écoute qu'en VO, du coup je ne sais pas. Et ça donne quoi en VO ? Elle dit qu'elle a découvert quoi ? Je m'en rappelle plus, même si j'ai vu beaucoup de fois les épisodes, je ne m'en rappelle plus. Je sais pas si c'est pour rendre le personnage encore plus frappadingue, ou si c'est vraiment une erreur de traduction, on ne sait pas. Ah, c'est possible, hein. On en a relevé dans des séries des années 90, genre je me souviens de l'épisode qu'on avait fait sur Art les cœurs à vif, où notre invité Sébastien avait relevé que il y avait un personnage qui parlait du groupe des Red Hot Chili Peppers et ils ont juste dit Chili Pepper en VF. Ils n'ont pas compris que c'était pas le nom complet. Donc c'est possible que ce soit une erreur. Mais du coup, ça vient entretenir encore le côté très ésotérique qui fascine Phoebe. En fait, quand elle essaye pas de nettoyer l'aura de Ross, elle fait des espèces de massages aux pieds de Monica. Et là, elle parle d'aromathérapie. Tu vois, ça fait un peu en mood un peu sorcière, un peu hippie, un peu zen, relax, les plantes, etc. Enfin, c'est ce qui fait son charme. Exactement, elle est singulière, perchée, elle est spéciale. Et j'adore parce que dans le hors-série que je vous recommande chaudement de la 7e obsession, vous pouvez le commander sur internet, on l'a décrit comme étant celle qui est inachevée. Et j'adore cet adjectif-là qui est utilisé pour la qualifier, c'est complètement ça. C'est un personnage qu'on a l'impression que elle est à part, quoi. Il y a pas toutes les cases, mais c'est comme ça qu'on l'aime et c'est comme ça qu'elle est brillante, justement. Ouais. Et une des scènes touchantes du coup de l'épisode spécial sur les retrouvailles, donc de 2021, il y a une scène où elle est en train de jouer sur le célèbre canapé et elle est rejointe par Lady Gaga. Ah oui. Juste ça. Et elles chantent toutes les deux du coup la chanson ultra culte, donc du coup. Oui. C'était notre scène préférée, ça. Oui. Voilà. Et ce qui est touchant, c'est que Lady Gaga, du coup, quand même, qui est une star interplanétaire, remercie Lisa Kudrow et du coup remercie Phoebe d'être un personnage qui a existé pour pouvoir à tous ceux qui sont un peu comme elle, un peu à part, un peu décalés, d'exister et d'avoir été montrés à la télévision pour que eux aussi, en fait, se sentent vivants. Ça, c'est génial de donner de la force aussi de cette façon-là. Vous êtes juste vous-même, en fait, en étant différent. Et ça, c'est trop cool. You know, you probably didn't know this, but back in high school, I had a major crush on you. I knew. You did? Oh, okay. I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. I did. Oh. Listen, do you think... And try not to let my intense vulnerability become any kind of a factor here. But do you think it would be okay if I asked you out sometime, maybe? Yeah. Maybe. Okay. Okay, maybe I will. Chapitre suivant, j'ai attrapé une cuillère.
Du coup, on poursuit la soirée, et là, on retrouve Rachel, Ross et Monica qui regardent la fin d'un film. Le film se termine, Monica, fatiguée, va se coucher. Rachel remarque que la montre de Paul est restée là, et Monica lui dit de la laisser sur place, et en passant, donne un très très fort coup de talon pour écraser la montre, et va se coucher, sous le regard incrédule de Ross et Rachel. Ils restent tous les deux en train de discuter et partagent un Oreo. Donc de manière assez mignonne, ils partagent un Oreo. Ross avoue à Rachel que quand ils étaient au lycée, il était amoureux. Elle le savait, et elle savait aussi que c'était le frère un peu geek de Monica. Et il se dit qu'un jour, peut-être, est-ce qu'elle accepterait si un jour il lui proposait de sortir pour faire une sortie tous les deux. Et elle dit que si un jour il le fait, je pense qu'elle acceptera. Rachel va se coucher, Ross est sur le point de partir, Monica, qui elle entre-temps est allée se mettre en pyjama, dit au revoir à son frère et le trouve tout enjoué et lui demande pourquoi. Elle lui dit je viens d'attraper une cuillère, et il part comme ça sous le regard encore une fois incrédule de sa sœur. C'est la dernière scène ensuite, parce qu'il y a toujours dans les épisodes de Friends, dès le premier épisode, une scène après les pubs en fait. Parce que du coup, c'est là où il y a les pubs aux États-Unis. Oui, sur les sitcoms, il y a 3 pages de pubs. Et la première scène qu'on voit, c'est une bouilloire de café et qui est tenue par Rachel au Central Perk. Elle devient serveuse au Central Perk et l'épisode se termine sur Chandler qui recommence à expliquer un de ses nouveaux rêves chelous à toute la bande. Et c'est ainsi que s'achève le pilote de Friends. J'aimerais votre regard là-dessus. Pardon pour la prononciation du titre de la série, j'ai pas un anglais parfait. Soyez indulgents s'il vous plaît. Aucune des langues étrangères, Junior. Aucune des voilà, langues ça étrangères. c'est dit. Comme ça vous savez. Écoutez une de stress, vous serez pas déçus du voyage. Alex. Oui, alors c'est vrai que c'est ultra mignon, la métaphore de la cuillère, le partage de l'Oreo, le côté un petit peu gêné, et puis l'autre qui dit oui j'étais au courant en fait que tu craquais sur moi. Bon, ça, en effet, c'est cool quoi. Enfin, justement, ça fait partie des scènes les plus mignonnes. Parce qu'il va y avoir quand même pas mal de scènes, moi, qui vont m'agacer personnellement entre les deux, là, Ross et Rachel. Surtout dans sa phase Toxic Ross, je suppose, quand il débarque à son boulot. Oui, oh là là, mais c'est une belle fin de pilote, en fait. Je pense que le pilote, s'il réussit, c'est en partie grâce à cette fin. Est-ce que tu partages cette opinion, Franck ? Est-ce que c'est une belle conclusion ? C'est une conclusion suffisamment solide, en tout cas, pour un pilote ? Oui, je pense que c'est une conclusion solide. Ça amène du coup sur une histoire au long cours qui va avoir entre Ross et Rachel, qui va durer 10 ans, clairement. C'est même un des points d'orgue de l'épisode final, de savoir ce qui va se passer entre eux. Et tout ça, en fait, entremêlé et d'histoires amoureuses et de blagues, d'histoires amoureuses des autres membres de l'équipe et de blagues. Donc oui, ça termine bien. Et juste pour faire une petite aparté sur Ross et le fait qu'à un moment il soit toxique, c'est tout à fait vrai. Je ne vais pas revenir sur le fait qu'il soit toxique quand il est en couple. Mais pourquoi ? Il y a aussi, je pense, il y a toute une trame qui fait qu'il en arrive là. C'est-à-dire que, rappelez-vous, du coup, dans ce premier épisode, il a été quitté par sa femme, ils étaient mariés, parce qu'elle est devenue lesbienne. Je pense que ça peut légèrement traumatiser les gens sur la confiance qu'il peut avoir en eux. C'est drôle ce que tu racontes, parce que très court, ce que tu dis me rappelle une anecdote autour de Friends, que tu as dû lire dans le bouquin de Matthew Perry. Friends, mes amours, Friends et cette chose terrible. Oui, c'est ça. Et en fait, ce que tu racontes, c'est ce qu'on appelle, en tout cas ce que Matthew Perry, le regretté Matthew Perry, a appelé le syndrome de l'abandon. Parce que, comme vous le savez, il y a eu de nombreuses guests, on va y revenir, dont une certaine Julia Roberts. Il a la chance de sortir avec elle, et elle se dit, cette femme est trop belle, trop intelligente, trop brillante pour rester en couple avec moi, c'est sûr, elle va me larguer. Et du coup, c'est lui qui a été le premier à entamer la rupture et à dire on arrête là, plutôt que de se faire larguer. Donc ce que tu nous décris, en fait, c'est la peur de l'abandon. Ça excuse pas, hein. Non, ça n'excuse pas. C'est ce que j'ai dit au début, ça n'excuse pas, mais ça explique pourquoi il le fait. Sachant qu'à ce moment-là, quand il le fait dans la vraie vie, Matthew Perry, c'est le roi du monde. C'est-à-dire qu'il est à la télé avec la série numéro 1 aux États-Unis, donc dans le monde. Il a au cinéma le film qui est le numéro 1, donc c'est vraiment l'acteur au top du top du top. Voilà, il sort avec une des plus belles femmes du monde et une des actrices au top du game à ce moment-là. Mais il a
quelques problèmes psychologiques, Matthew Perry, qui font que du coup le syndrome de l'abandon et il se sépare de Julia Roberts. Voilà, lisez son livre, hein, ça remonte à la séparation de ses parents quand il était encore bébé, quoi. Donc ça remonte à loin, tout ça. Lisez son bouquin. Voilà, on finit ce pilote sur une note très positive. Hein, tu vois. Mais juste, moi j'aime plutôt bien cette conclusion, en effet. Sinon, pour finir sur une note joyeuse, toi, tu disais qu'il était tout en joie, Franck. Ross, quand il va quitter l'appartement de Monica pour rentrer chez lui, moi j'ai noté qu'il était guilleré. Voilà, un peu de vocabulaire à l'ancienne dans ce monde de brut. Et alors, j'ai déjà utilisé le VHS, donc je peux pas avoir que un vieux langage non plus. Moi, j'ai kiffé Godillot, alors qui dit Godillot aujourd'hui, hein, franchement. Donc, on est vraiment bon pour la retraite. C'est ça, un podcast donc sur la classe et l'ancien français. Voilà, c'est juste après quelques anecdotes, ce que vous attendez le plus avec impatience, la notation. J'en reviens pas de ce que tu me racontes. J'en reviens pas de ce que tu me racontes. Quoi, j'ai juste dit que... Quoi, j'ai juste dit que... Tu vas arrêter? Quoi, j'ai recommencé? Oui. Quelqu'un veut un peu de mon café? Tu viens de le faire ou tu fais que le servir? Je fais que le servir. Et vous savez pas ce qui m'arrive? J'ai fait un nouveau rêve. Je suis à Las Vegas. Je suis Liza Minnelli. Et moi, Sinatra. Je tiens juste à souligner une chose, nous sommes dans les années 90 et on assiste à une hausse de la sériphilie. Vous savez qu'on fête les 30 ans de Friends, mais aussi on va fêter les 30 ans d'Urgence. Friends fait rêver dans un New York en plein renouveau. Et puis il y a eu tout ce fantasme aussi de nous Européens de désirer faire une colloque aussi avec nos amis à New York. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. D'ailleurs cette série qui est la première à traiter de l'amitié, toutes les séries que je vais citer vont parler à Franck. On est sur la case historique du jeudi soir aux États-Unis, Le Prince de Bel-Air, Une nounou d'enfer, Cheers auparavant. C'est une case vraiment charnière. Bref, je ne sais pas si tout ce que je dis vous inspire quelque chose. Après avoir visionné cette série, et évidemment, j'avais envie de faire une colocation. Ça paraissait être le seul mode de vie possible avec ses potes. Tu dis, je veux passer toute ma vie avec mes potes et à vivre et que ça se passe comme ça. Mais la vie n'est pas Friends. Ah bon? Oh merde. Et sachez qu'au moment où sort ce podcast, on vient d'apprendre que The Friends Experience revient à Paris, donc dans les prochains mois. Donc si cet événement vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil sur Internet. Franck, je t'écoute pour certaines anecdotes que tu voulais énoncer ici très vite et très court, s'il te plaît. Très très courte, des choses que j'avais pas dit. Les numéros des appartements changent. Entre là, on est sur le 4 et 5 pour les numéros des appartements des filles et des garçons, et ça deviendra le 19 et le 20, et après ça restera comme ça tout le long de la série. Le réfrigérateur de Monica est un vrai réfrigérateur qui fonctionne, ce n'est pas un accessoire, donc il y avait vraiment des boissons dedans pour que les acteurs et le staff puissent boire et s'en servir. Il y a une légende entretenue par le peu charmant Jean-Luc Azoulay qui a voulu faire croire que Hélène et les garçons étaient à l'initiative de Friends et que ça avait été copié par les Américains et que Friends était juste descendante. Voilà, ce qui a été fermement démenti par l'équipe des scénaristes. Voilà. Oh mon Dieu, c'est grotesque. Franchement, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire parler de soi, quoi. Voilà. Et une dernière anecdote sur quelque chose qui aurait complètement pu changer la vision de Friends. Les producteurs voulaient qu'il y ait une sorte de 7e Friends avec un personnage plus âgé pour essayer de toucher une cible plus âgée qui s'appellerait Pat le flic. C'est aussi pour ça que dans les premiers épisodes et les premières saisons, on voit Terry, en fait le propriétaire du Central Perk. Après, on aura plutôt Gunter, plutôt le serveur principal, mais on voit Terry pour essayer de cibler un public plus âgé. Et rapidement, ils se sont rendus compte, comme leur avaient gentiment suggéré les scénaristes, qu'en fait, ils n'auraient pas besoin de personnes plus âgées parce qu'on pourrait très bien suivre les aventures de 6 vingtenaires et que ça suffirait amplement à l'histoire. Parfait. James Michael Tyler, donc, Gunther. Le regretté James Michael Tyler, qui est du coup décédé il y a peu de temps.
Friends, c'est aussi une histoire d'argent, les amis. Le streaming, en ce moment, c'est là où est dispo Friends, et les streaming, les sites de streaming ont sorti beaucoup d'argent pour récupérer les droits de diffusion. Rendez-vous compte, quand Netflix diffusait Friends, 4% de la bande passante des consommateurs de Netflix était utilisée pour Friends. 4%. Wow. Donc un enjeu commercial sur l'achat du catalogue, 30 millions payés par Netflix USA entre 2015 et 2019. HBO a récupéré derrière les droits parce que ça appartient à Warner Bros. Warner Bros et HBO, c'est le même groupe. Et HBO, pour récupérer le catalogue à Netflix, a dû débourser 425 millions de dollars. Wow, c'est vertigineux comme chiffre. Ouais. Quand je dis 30 millions payés par Netflix entre 2015 et 2019 aux États-Unis, je parle bien sûr en dollars. Peut-être juste rajouter quelques chiffres aussi sur lors de la dernière saison, pour chaque épisode, chaque acteur était payé $1 million pour chaque épisode. Complètement délirant, même Martha Kaufman, créatrice, l'a dit. Oui, mais en fait, ça fonctionnait. Le dernier épisode de la série a été suivi par plus de 52 millions de personnes aux États-Unis, le plus vu de toute la décennie 2000, de toutes les séries confondues, et je crois que le 5e plus vu de tous les temps. Et pourtant, c'est même pas le plus vu de la série Friends. Il y en a un autre qui est celui qui retrouve son singe, qui a été encore plus vu. Du coup, celui avec notamment Julia Roberts. Très bien. La star Marcel, il y avait Julia Roberts, Jean-Claude Van Damme, il y avait Brooke Shield. Très bien. Très rapidement, s'il vous plaît, soyez concis. Votre saison préférée de Friends et pourquoi, Alex? Alors moi je pense que j'ai bien aimé la saison 6 et je t'avais déjà dit quand on avait fait l'émission sur les retrouvailles que l'épisode 10 de cette saison 6 m'avait fait hurler de rire avec la spéciale choré des frères et sœurs Ross et Monica. En fait cette chorégraphie, dis-toi qu'elle a été élaborée par la fondatrice du groupe Pussycat Dolls. Robin Antin, on lui avait demandé une choré complètement ridicule, etc. On voulait que ce soit stupide, amusant, etc. Il a fallu 1 semaine de répétition pour Monica et Ross. Et en fait, ils étaient carrément trop doués. Elle s'est dit, non mais easy pour eux quoi de faire ça. Ils étaient tellement à l'aise qu'ils ont eux-mêmes rajouté des pas, mais ils étaient ultra décomplexés, complètement détendus. Et elle dit que c'était l'un des jours les plus drôles et les plus amusants de sa vie en tant qu'expérience de chorégraphe quand ils ont tourné définitivement, tu vois, après les répètes. Et moi, je trouve ça dingue, ce genre d'anecdote, tu vois. C'est clair, et ça se voit qu'ils s'éclatent et on s'est éclaté avec eux. Et ce qui est drôle, c'est que c'est devenu viral des décennies plus tard aussi, oui. Bien sûr, sur TikTok, ce genre de défi. Mais tout le monde a envie de danser comme ça dans une fête, tout le monde. Bah oui. On parle bien évidemment de The Routine, la routine. C'est le nom donné à cette danse par Ross et Monica. Franck, ta saison préférée. Et soyez très concis, s'il vous plaît. Évidemment, c'est difficile, parce que j'aime toutes les saisons. J'aurais, du coup, pour choisir, je dirais la 3, parce que en relisant le nom de tous les épisodes, je pense que c'est une des saisons qui a le plus, en fait, d'éléments fondateurs de la mythologie de la série. C'est là où il y a le plus d'épisodes qui vont être marquants, qui vont être des épisodes cultes, qui vont revenir souvent, que ce soit souvent des morceaux d'épisodes, mais qui vont revenir souvent, donc c'est pour ça que je dirais la 3 qui est ma préférée. L'enchaînement 3, 4, 5 est quand même fabuleux. Moi, c'est mes préférés, les 3, 4, 5. Mais l'enchaînement, c'est rempli d'épisodes cultes, toute cette partie-là. Alors, c'est exactement ce que j'ai noté sur ma fiche, mais après, j'ai fait une sélection entre la 3, la 4 et la 5, mais c'est 3, 4, 5, c'est aussi mon enchaînement de saison préférée. Nous sommes connectés, Franck, t'as vu ça ? La saison de Friends que vous aimez le moins, oui, il faut bien en évacuer certaines aussi. Alex ? Je pense que j'en ai pas, vraiment. Ah bon ? Même la première ? Bon, la première, c'est clair que c'est pas ma préférée. Même la 10e ? La dernière non plus. Ah, quand même. Non, il y en a pas que j'ai vraiment détesté, non. Très bien. Franck ? Évidemment, il n'y en a pas que j'ai détesté. Si je devais choisir, j'aurais dit peut-être la 9, parce que je suis pas ultra fan, en fait, de la romance entre Joey et Rachel. C'est une grosse connerie. Voilà, je trouve qu'ils l'ont fait, je pense, pour relancer de l'audimat, etc. Mais je trouve que ça va difficilement, en fait, dans toute la mythologie de la série qui se passe ça, donc... Très bien. Des personnages secondaires que vous sortez du lot, Alex ? Janice, elle me fait mourir de rire. Elle m'agace autant qu'elle m'éclate de rire, en fait. C'est un personnage blague, en fait. Elle a même plus besoin d'ouvrir la bouche, tu sais déjà ce qu'elle va dire. Juste, en fait, la voir apparaître, moi, ça me fait rire. Avant même qu'elle dise son fameux « Oh my God ». Ah, en anglais, non. Oh mon
Dieu. Oui, je crois qu'elle dit les deux. Elle d'ailleurs, le en dit parfois Mm, en français, non? Ouais, en version française, elle dit en français et en anglais. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Franck, meilleur personnage secondaire. Alors, c'est difficile, s'il ne faut en choisir qu'un, je choisirais Richard, le petit ami, longtemps le petit ami de Monica. Parce que du coup c'est un personnage récurrent, parce que Tom Selleck est somptueux dans le rôle, parce qu'il est très drôle, il a un charisme de fou, mais ça, c'est Tom Selleck hein, évidemment, et il est très drôle en fait, il arrive à faire des blagues, et en fait il s'intègre parfaitement à la bande, c'est ça qui est bien, il est pas, même s'il est beaucoup plus âgé, mais il s'intègre parfaitement. Beaucoup mieux que Paul Rudd à partir de la saison 9. Complètement. Mike, tout à fait. Le personnage de Mike est plus de mal, il est un peu effacé, il est moins intéressant. Oui, c'est vrai que Richard, on peut le retenir. Moi, j'en ai deux. Les parents Geller et Marcel. Voilà. Je suis faible, je sais. On va rester dans le positif. Les meilleurs épisodes, vraiment incontournables. Et comme je vous l'ai demandé, ce serait bien de citer des épisodes dont on parle pas tout le temps, en fait. Vos pépites à vous. Des épisodes auxquels on ne pense pas forcément. Franck? Sur les épisodes ultra classiques, il y a celui qui devait se préparer, celui qui gagnait les paris. Voilà. Mais sur un que j'aime beaucoup, c'est celui qui jouait à la balle. Voilà. En fait, Avec la balle à ne pas faire tomber. c'est ça, pendant tout l'épisode, il s'envoie la balle et ça montre du coup l'amitié. C'est-à-dire qu'ils font vraiment, de tous ces personnages, ils font vraiment un jeu qui n'a aucun sens de s'envoyer une balle pour pas qu'elle touche le sol. Et en fait, on arrive à faire ça en voyant le caractère de tous les personnages. Ils arrivent à mettre de l'importance dans ce jeu, de la vie dans ce jeu, en rajoutant le caractère des personnages. C'est-à-dire Monica arrive et du coup ça devient un jeu ultra sérieux où il faut qu'il y ait des règles. Chandler arrive et ça devient ridicule parce qu'il va être ultra maladroit. Et c'est vrai il est très sympa cet épisode. Et dans le côté épisode marathonien, j'aime bien l'épisode où Joey et Chandler font tout pour ne pas perdre le canal porno. Cet épisode me fait toujours mourir de rire tellement c'est improbable. Voilà, pour répondre à cette question. Alex, t'as une idée entre-temps ? Je pense que c'est trop classique. Celui qui soignait les piqûres de méduses, c'est un classique. Ça me parle, c'est en début de saison 4, il me semble. Oui, saison 4, épisode 1. Bravo. Et là, c'est trop drôle parce qu'il y a un secret entre Monica, Joey et Chandler à propos d'une piqûre de méduse et d'un soi-disant remède qui est une légende urbaine, comme tout le monde le sait. Mais ça me fait trop rire, en fait. Parce qu'il y a de l'embarras, mais en même temps, c'est pas vraiment de l'embarras. Enfin, voilà, j'adore cet épisode. On voit la force de l'amitié quand... du coup, oui. Joey est un des personnages pour lequel l'amitié est le plus important. Oui. Il pourrait tout faire pour l'amitié, renoncer à l'amour pour l'amitié. C'est pour ça qu'on l'adore. Et il dit du coup, par amitié, je pisserai sur n'importe lequel d'entre vous. Et ouais, je l'aime tellement, Joey, parce qu'il a un vrai sens de l'amitié, de toujours essayer d'être là pour ses amis, de les tirer vers le haut. Enfin, c'est, en tant que confident aussi, il est top, quoi. Deux questions très vite, par curiosité. Est-ce que depuis le décès de Matthew Perry survenu en octobre 2023, vous avez regardé la série? Est-ce que vous êtes passé par une phase aussi où ça a été étrange pour vous, Franck? Alors oui, j'ai revu la série suite au décès de Matthew Perry, et c'était un peu étrange au départ de regarder en se disant, en fait, il existe, c'est fini, il est mort, et en même temps, c'est des personnages qui sont figés dans le temps. Ces personnages, ils n'existent plus. C'était d'ailleurs une des grosses critiques qu'il y avait quand il y a eu l'épisode des retrouvailles. Ils ont vieilli. Oui, en fait, on est en 2021, ça s'est terminé en 2004. Évidemment qu'ils ont vieilli, mais c'est normal, heureusement d'ailleurs. Et en fait, en me disant ça, c'était plus facile de revoir Matthew Perry jouer dans l'épisode. J'aime beaucoup la façon dont Lisa Kudrow en parlait, en disant que c'est la meilleure façon de l'honorer, en fait, que de regarder les séries, de se marrer sur son personnage. Enfin, il avait quand même dit qu'il voulait pas qu'on pense seulement à Chandler, en fait. Parce qu'il avait anticipé, je sais plus si c'est dans le livre ou si c'est une interview, mais il avait dit de toute façon, quand je vais mourir, il y en aura que pour Chandler, un personnage que certes j'ai interprété pendant longtemps et qui a une grande importance dans ma vie, mais quand même je ne suis pas Chandler et je n'ai pas fait que de Chandler. Et moi je n'ai pas revu après la mort parce que déjà je trouvais ça carrément triste, en fait. Ouais, et puis ça aurait fait bizarre. Du coup, juste, c'est dans le livre, effectivement, qu'il dit ça. Ah, ok. Et on en avait parlé quand on a fait l'épisode spécial, du coup, après son décès. Exactement. Du coup, on en avait parlé en disant, en fait, il faut s'en rappeler pour Chandler, mais pas que. Et en fait, parce qu'il a fait plein d'autres choses, malgré les nombreux troubles dont il était atteint. Exact. Je vous invite à vraiment écouter cet épisode où, en effet, j'évoquais Studio 60, j'évoquais Go On, j'évoquais The Odd Couple,
J'évoquais les guests qu'il a pu faire, Beverly Hills, Madame est servie, enfin voilà. Ce n'est pas en effet que Chandler dans Friends. Juste par curiosité, parce qu'on parle pas beaucoup de cette série quand même, Friends a fait l'objet d'un spin-off. Et oui, une fois que la série s'était arrêtée en 2004, la NBC a eu une drôle d'idée, tout capitaliser sur Joey et ses rêves de devenir comédien. Il s'envole vers la Californie et fait une colloque assez improbable. Est-ce que vous avez vu ce spin-off? Est-ce que vous l'avez regardé à l'époque sur France 2? Parce qu'elle est difficile à trouver aujourd'hui. Et est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors, pas du tout. J'ai jamais regardé. T'as rien raté. J'ai pas eu l'occasion de tomber dessus. En plus, Joey, c'était vraiment pas mon personnage préféré. Donc, même s'il a une belle évolution, etc., même si c'est un type en or, c'était pas du tout mon personnage préféré. J'aurais préféré un spin-off sur un autre personnage, en fait. Je sais même pas vraiment lequel, mais... D'accord. Franck? Évidemment, j'ai regardé cette série. Et en Tout fait, il manque... L'intégrale? Je ne m'en rappelle pas, je pense pas avoir vu jusqu'à la fin. J'ai vu la première saison de sûr, et après c'était assez difficile. Enfin, je la regardais pas sur France 2 parce que j'ai essayé de la regarder quand même en VO. Et je me rappelle pas avoir vu la fin de la deuxième saison, mais effectivement c'est pas une grande perte. En fait, il manque 5/6 de l'humour, quoi. C'est-à-dire qu'il manque 5 personnages pour que ça soit drôle. Et le personnage de Joey a vraiment beaucoup changé, ne serait-ce que déjà qu'ils partent de New York pour aller jusqu'à Los Angeles. En fait, ça a quasiment aucun sens avec le personnage qui est Joey pendant 10 saisons de Friends. Donc voilà, je l'ai regardé parce que j'avais envie de revoir ce personnage et en espérant à un moment qu'il y ait des guests qui arrivent, qui retrouvent ces Friends, et non. Et est-ce qu'il est toujours obsédé du cul? Moins en plus. C'est-à-dire, oui, de mémoire, parce que ça fait, je l'ai vu vraiment que quand c'est sorti. Ouais. Il l'est moins en fait parce que du coup, alors il a vieilli et il veut, il est plutôt dans l'idée de se caser. Après, il reste quand même dragueur et beau gosse, hein, faut pas. Ça reste Matt Leblanc quand même. Mais est-ce que sa carrière décolle un peu? Je sais plus. Ah, bon. C'est dire à quel point la série est marquante. Voilà. Et grandement remarquable. Voilà. Si vous voulez regarder une série avec Matt Leblanc, il faut plutôt regarder la série Épisode, où là il est vraiment impérial dedans, même s'il joue son propre rôle, mais en se moquant de Friends en plus, de le rôle qu'il a dans Friends et de l'impact que ça a eu. C'est vraiment très très drôle. Il vaut mieux regarder Épisode, c'est bien mieux. Mais je voulais aussi citer le fait que ses co-créateurs avaient fait avant Friends la série Dream On. Voilà, si vous avez envie de découvrir des sitcoms par les créateurs de Friends, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et ils font de nombreuses références, du coup, dans Friends. Et sinon, actuellement, je regarde sa grande sœur de Friends, qui est Cheers, des années 80, avec Ted Danson notamment. Et puis, dans Les Héritières, on peut penser bien sûr à The Big Bang Theory et How I Met Your Mother, n'en déplaise à certains, mais voilà, elles sont souvent citées parmi les héritières. Ne me lancez pas des tomates, hein, c'est l'histoire des sitcoms américaines, j'y suis pour rien, moi. C'était clairement le but, hein. C'était d'essayer de recopier l'alchimie, la magie et le succès financier de Friends, hein. Clairement, c'était l'idée. T'as pas aimé? Si, c'était vraiment très bien. C'est gentil, je te On y remercie. retourne? They won't take you to the vet. You're obviously not their favorite pet. You may not be a bed of roses, and you're no friend of those with the noses. Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your fault. Un passage assez riche sur ce qu'il faut savoir sur Friends et notre rapport avec cette série. On en arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur celui qui déménage, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci avec une appréciation globale des forces et des faiblesses de cet épisode. Échelle de notation, elle n'a pas bougé. 10 parfait, 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 un bon pilote, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Le coefficient 3, je vais le donner à Alex, je vais pas le donner à Franck parce que sinon on va exploser tous les scores là. Donc je le donne à Alex. Est-ce que tu peux nous dire quelle note tu donnes à ce pilote, Alex? Alors, j'hésite entre 8 et 9. Est-ce que je peux donner un petit 8,5? Entre très bon et exceptionnel. Alors oui, pourquoi pas 9, donc pourquoi pas très bon? Oui, parce qu'on a évoqué des petites blagues tout à l'heure qui dataient, qui étaient un peu homophobes, etc.
Et on pourrait se dire, bah oui, mais c'était l'époque comme ça, il fallait passer par là, etc. Voilà, j'ai eu envie de regarder la suite une fois que je me suis posée, donc il y a peu, puisque j'avais pas eu cette envie, moi, quand j'étais tombée sur quelques épisodes sur France 2. Donc voilà. C'est déjà une excellente note, 8,5. Après, quand tu regardes le pilote, est-ce que t'as été happé par cette envie de potentiellement te relancer en fait dans le marathon ou pas du tout? Je regarde rarement plusieurs fois des séries. À vrai dire, je le fais que pour préparer les émissions avec toi, Junior. Donc, non, je fais pas... non. Bon, très bien. Madame est fermée, faut pas l'embêter ce soir. Non, c'est Franck... que j'ai pas le temps, surtout. Dis Mais donc, oui. fermez toi-même. Voilà, encore une fois, je me fais engueuler. Franck, ta note, s'il te plaît, je rappelle 8,5 pour Alex Coef 3. Franck, je rappelle ma question. On me trouve très lourd quand je le fais, mais ça a son importance. Quelle note donnes-tu à ce pilote, pas l'intégralité de la série, ce pilote de Friends, s'il te plaît? Eh ben justement, en tant que pilote, je trouve que c'est un pilote parfait. Parce qu'il y a la base de toute la série. On a passé toute la série. Alors en plus, il n'y a pas de notation. Donc du coup, je peux me permettre de mettre un 10. Ça ne changera rien. Voilà. Wow. Mais pourquoi? Donc je vais justifier, parce que c'est pas juste... J'ai bien compris cet appel du pied très léger de Junior. Mais on a passé tout l'épisode à se dire qu'il y avait la préparation des personnages et que ce qui se passait dans cet épisode-là avait des répercussions sur l'entièreté de la série, sur des choses qui revenaient sur l'entièreté de la série. Que les personnages, ils avaient un début et qu'ils allaient avoir une évolution, et c'est exactement ce qu'on attend d'un pilote. Donc, même si, effectivement, c'est possible qu'il y ait un petit peu de mauvaise foi et de provocation de ma part envers Junior, mais sans ça, j'aurais facilement mis un 9 sans problème, voire un 9,5, peut-être pour... Comme disait Alex, il y a peut-être des blagues c'est des blagues des années 90. Mais sinon, en fait, ce qu'on attend d'un pilote, c'est que ça nous introduise des personnages, ça nous donne envie de regarder la suite. Quand je regarde j'ai envie de regarder... alors moi, j'ai envie de regarder les 10 saisons, mais j'ai au moins envie de regarder l'épisode 2. Je connais quels sont les personnages, quelles vont être leurs caractéristiques, où est-ce qu'ils vont vivre, les interactions qu'ils vont avoir les uns avec les autres. Et après, ça va évoluer sur 10 ans. Je valide, mais partiellement. Phoebe existe très peu, Joey existe très peu. Dans la caractérisation des personnages, je veux dire, Alex. Oui, parce que, mais sur Joey, sur les personnages, si tu prends quels sont les personnages les plus, on va dire, marquants, importants, ceux qui sont le plus mis en avant, ça va être Ross et Rachel, sur l'ensemble de la série. Ensuite, ça va être Monica et Chandler. Et après, ça sera Joey et Phoebe. Et c'est exactement la même chose dans ce pilote. Là, du coup, Phoebe, on a vu tout son côté, elle est à faux folle, elle est décalée, et ça va être toute la force de ce personnage. Et Joey, il a fait des blagues, il était là sur du cul, et il était là. La plus grosse interaction qu'a Joey avec tout le monde, c'est pour rassurer Ross. Il vient là, c'est l'ami parfait, et il vient rassurer Ross en lui disant, tu vas t'en sortir, mec. Tu vas pouvoir retrouver d'autres femmes. Entre 2-3 blagues de cul et des comparaisons sur la pâtisserie, des métaphores sur la pâtisserie que je vous épargne ici. Et il fera ça pendant 10 ans. C'est vrai. Par contre, il charrie Monica, il lui dit « Non, mais t'as été bête, tu t'es pas rendu compte que le Paul Sommelier, là, il te mentait. » Et du coup, ouais. Mais il a raison. C'était quand même gros. Comment ça, il a raison? Mais c'est super gros comme truc. Franchement, ça se voyait que c'était un fake pour coucher avec elle. Mais bien sûr que non. Après, on n'est pas tous équipés de la même façon, Franck. Il y en a qui peuvent être plus naïfs que d'autres, naïves que d'autres. Oui. Mais c'est de bonne guerre de se moquer d'elle. Après, il se moquait d'elle parce qu'elle a été crédule sur le coup. Et en même temps, elle a passé quand même une très bonne soirée. Le lendemain matin, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. Oui, mais c'était basé sur un mensonge, alors bon... Tout à fait. On n'en a pas parlé d'ailleurs, j'oubliais sur cette scène, parce qu'il y a 2 versions VO-VF. VF, c'est Rachel qui balance à Monica. T'as un sourire tout le temps figé comme ça, on dirait une pub pour un dentifrice. En VF, en VO, on dirait que tu as un cintre dans la bouche. C'est pas du tout pareil. Donc Franck, tu viens d'attribuer la note de 10. Parfait. C'est rarement arrivé dans cette émission. La personne précédente qui avait mis un 10, c'était Victoire dans l'épisode consacré à The Crown. C'était bien sûr Victoire du podcast Adapte-moi si tu peux. Donc je récapitule, Alex 8,5 et Franck 10.
Alors, quelle note je donne, moi ? Le pilote de Friends, j'ai décidé de lui mettre la note de 8. C'est un très bon pilote, je pense que tout est dans l'adjectif, que c'est rythmé, on passe un moment super agréable, j'ai pas du tout senti les 22 minutes s'égrener. J'ai rigolé quand même pendant le pilote, notamment sur la fameuse réplique de Phoebe. Enfin, il y a quand même des scènes très punchy, très sympas et qui fonctionnent encore 30 ans après. C'est pas donné à toutes les séries, ça. Maintenant, il y a des personnages qui existent moins clairement, qui existent quasiment pas en termes de caractérisation des personnages. Sinon, ce que j'aime le plus, c'est l'alchimie déjà qui existe entre les 6 personnages, les comédiens qui sont déjà très impliqués. Et puis pour moi, c'est quand même très fort dans un pilote d'installer tout de suite une scène qui devient culte, quoi. Avec Ross qui n'a qu'une envie, c'est de se marier, et Rachel qui déboule en robe de mariée dans le Central Perk. Et ça, j'ai trouvé ça très fort d'arriver à installer une scène qui va rester gravée dans la mémoire collective comme étant la réplique de Chandler derrière avec ce $1 million. Je pourrais faire un comparatif avec Lost et le crash de l'avion et surtout cette carlingue qui en fait est une bombe à retardement et qui va tout de suite avoir des répercussions, tout de suite emmerder les rescapés qui sont en bord de mer sur la plage. Et là c'est pareil, il y a une scène culte aussi tout de suite installée dans Friends. Est-ce qu'on a envie de regarder la suite ? Bah oui, j'adore même ce moment d'émotion où on a ri et on a aussi été touché par l'espoir qui naît chez certains personnages comme Ross qui est complètement désabusé et puis finalement il attrape sa cuillère et à la fin de l'épisode il y a ce regard de sa sœur sur lui qui s'en va et qui voit son frère qui est heureux. Cet ascenseur émotionnel dans des moments hyper drôles où on se marre et des moments un peu plus touchants fonctionne déjà très fort sur ce premier épisode. Je suis même tenté de mettre 8,5. Allez, Franck, avec son 10 sur 10, gonfle de façon exponentielle la note finale de Friends, forcément. Après, je mettrais peut-être un 0,5 parce que tu vas me faire regarder des séries pourries, quoi. Au niveau de la notation, qu'est-ce que ça donne ? Roulement de tambour. Je rappelle que je n'égrène plus le classement, mais elle va faire partie des meilleures notes qui ont été reçues dans ce podcast. On peut penser à Big Bang Theory, Gilmore Girls, Killing Eve, Buffy, Dr House qui ont eu tout au-dessus du 8. Oh, elle a quasiment 9 d'ailleurs, comme Seinfeld et Stranger Things, 8,9. Pas mal. Vraiment excellente note pour ce pilote de Friends. Donc je répète, 8,9, quasiment 9 de moyenne. C'est une excellente note pour Friends. La saison démarre très fort. Mais ne vous inquiétez pas, je leur réserve quelques pilotes bien moisis qui vont arriver durant cette nouvelle saison. Vous me connaissez, je ne vais pas les épargner. Pour rappel, les 10 saisons de la série Friends sont à voir ou à revoir sur la plateforme Max. Sinon, elle est également disponible en DVD et en Blu-ray. Un pilote presque parfait, c'est fini. Un grand merci à toi, Alexandra, d'être venue dans PPP. Merci pour l'invitation, Junior. Un grand merci à toi, Franck, pour ta participation à ce nouvel épisode. À bientôt. Merci pour ma thérapie, pour cet épisode. Nous, on se retrouve prochainement dans PPP pour analyser le pilote d'une série qui est un immense chef-d'œuvre sériel. Je parle de Charmed, mais version 2018. Oh non, t'as pas osé. Eh oui. Ouf, je ne suis pas sur cet épisode. Tant mieux. Vous pouvez retrouver l'émission que vous venez de suivre et toutes les anciennes sur votre appli podcast préféré, sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour nous aider à faire grandir cette émission. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur X, anciennement Twitter, @piloteparfait ou sur Insta, la saison des séries. Un grand merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles de PPP, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.